Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Pierre Maillard, le président d'Elio, spécialiste de l'économie d'énergie et des travaux de rénovation. On parlera notamment, entre autres, des enjeux de rénovation des copropriétés. Le Zoom du jour, il porte sur la transformation du secteur du tourisme pour voyager responsable. Quelles sont les capitales et les villes les plus recherchées? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, on va découvrir Carnadex et c'est l'heure de pêche biodégradable fabriquée en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Maillard. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président d'Elio qu'on va présenter dans un instant. Mais je voudrais commencer par le secteur, la rénovation énergétique, secteur en croissance forcément, poussé à la fois par les enjeux de transformation environnementale, mais aussi par le contexte d'inflation sur les prix de l'énergie. Oui, absolument. Bonjour à tous. Le secteur de la rénovation énergétique est un secteur en croissance, qui se doit être en croissance, mais qui est très lié au réglementaire, au dispositif d'accompagnement financier, au dispositif d'aide, à l'évolution des prix de l'énergie, la volatilité des prix de l'énergie. Quand le prix s'envole, la seule chose à faire pour maîtriser ses dépenses et ses coûts, ça va être de maîtriser sa consommation énergétique. Donc de choisir entre efficacité énergétique et sobriété énergétique, qui sont deux sujets différents à bien distinguer, mais le marché, lui, a toutes les cartes en main pour croître pendant plusieurs années, plusieurs décennies. C'est des politiques gouvernementales à bien axer pour s'assurer une stabilité de croissance et ne pas rester sur un marché qui peut être opportuniste. Oui. Et trop dépendant effectivement des tensions. Mais là, depuis un an, un peu plus d'un an, il y a effectivement... on va faire un peu la liste de tous les secteurs dans lesquels vous intervenez, mais soit des collectivités, soit des copropriétés, soit même des propriétaires individuels qui se réveillent, qui se disent il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il y a les incitations, il y a la réglementation, c'est-à-dire on va dire la sanction si vous ne faites pas ce que vous demande le gouvernement. Je pense au décret tertiaire, 40% d'économie d'énergie à réaliser avant 2030 pour l'ensemble du secteur tertiaire. Je pense à pas mal de grandes surfaces alimentaires ou même de tout le secteur qui a un parking de plus de 1500 m² sur lequel il va falloir qu'il couvre à 50% de la surface en ombrière photovoltaïque ou en espace végétalisé. Il y a beaucoup d'enjeux à la fois réglementaires et à la fois vraiment d'efficacité énergétique, donc de maîtrise de la consommation énergétique. Quelques chiffres pour présenter Elio, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, près de 300 collaborateurs aujourd'hui, c'est équilibré, un peu plus de 50% de femmes. C'est quoi le premier business d'Elio? C'est les collectivités, le tertiaire, les immeubles en copro, c'est quoi? À la base, nous sommes un bureau d'études orienté pour les industriels et les collectivités, le secteur tertiaire. On vient analyser une ligne de production, un bâtiment, et on vient analyser sa consommation, et on va trouver des solutions qui vont permettre de réduire sa consommation énergétique tout en gardant la productivité, ou en gardant l'efficacité d'une ligne de production. Notre objectif, c'est de trouver des solutions techniques, mais aussi financières, pour motiver le donneur d'ordre à lancer des travaux d'efficacité énergétique. L'objectif, il est assez simple, ça va être à la fois de maîtriser sa consommation énergétique, donc ses factures, donc son pouvoir d'achat, d'améliorer son confort ou sa productivité, confort quand on est dans le résidentiel, productivité quand on est sur une ligne industrielle, et de valoriser son patrimoine. Quand vous avez rénové une maison ou une ligne industrielle, vous avez amélioré votre patrimoine, vous avez plus de valeur dessus. Donc vous avez vraiment ce triptyque-là, qui est à la fois donc, valorisation du patrimoine, maîtrise du pouvoir d'achat, réduction de la consommation d'énergie. Ouais. Donc, bureau d'études, ensuite, les travaux sont faits par d'autres, pour bien comprendre ce que sont les métiers d'Elio. Oui, absolument. On va préconiser des solutions, on va analyser le projet dans son ensemble, on va réfléchir, on va deviser, on va trouver les bons partenaires selon les secteurs d'activité. Ça peut être très spécifique. On va aller jusqu'à la récupération de chaleur sur des systèmes frigorifiques. On va aller sur de la récupération de chaleur dans les data centers. C'est l'enjeu du numérique vert. Bien sûr. On va aller travailler sur l'isolation d'un bâti, sur la production photovoltaïque. Donc on va analyser un projet dans son ensemble, trouver des solutions, les deviser. Puis sur l'ensemble des devis, on va travailler sur l'ingénierie financière. Aller trouver le maximum d'aides et subventions qui vont permettre de réduire le reste à charge du donneur d'ordre. Puis après, on va l'accompagner sur la durée du chantier
l'ensemble du chantier, de A à Z, comme un assistant à maîtrise d'ouvrage. Puis, post-chantier, on va suivre les économies d'énergie. On milite chez Hélio énormément pour les économies d'énergie réelles. Et pas que des promesses, mais on veut s'engager, on veut prendre notre responsabilité sur. On vous promet de faire tant de réduction de consommation d'énergie. Ouais. On va mettre des suivis, des indicateurs de performance énergétique qu'on va suivre et on va s'engager, on va prendre notre responsabilité avec un contrat de performance énergétique sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, pour nous assurer et pour vous assurer que vous allez réaliser des économies d'énergie et donc des économies sur facture. Il y a évidemment l'activité autour de l'habitat collectif. Enjeu majeur pour les copropriétés, c'est de se mettre en conformité pour pouvoir continuer à le louer. Il y a la loi climat et les résiliences qui va mettre une pression. Je crois qu'il y a 700 000 passoires thermiques qui vont sortir du marché en 2025, si je ne me trompe. Et puis ensuite, ça va continuer. Ça commence par quoi? Ça commence par un audit? C'est quoi la démarche en fait? La première chose, c'est savoir de quoi on parle. Ouais. Il ne faut pas confondre les DPE, les diagnostics de performance énergétique, et l'audit énergétique. Ouais. Le DPE va vous donner une note sur un bâti. L'audit énergétique va lui travailler l'ensemble du bâti et son exploitation pour préconiser des solutions. Et dire, si vous voulez atteindre telle classe énergétique, il va falloir lancer ces travaux-là. Isolation thermique par l'intérieur, l'isolation thermique par l'extérieur, des systèmes de ventilation, de VMC, de flux, changement de chaudière. Il y a différents systèmes qui vont lister. Donc on commence par ça, pour savoir de quoi on parle. L'audit énergétique, c'est ce qu'on préconise. Donc là, on va trouver des auditeurs, on va travailler les dossiers pour après choisir avec le donneur d'ordre, avec le propriétaire, un scénario de travaux. En disant, est-ce que vous souhaitez réaliser 35, 40, 45, 55% d'économie d'énergie? Et en fonction de ça, on va y associer des budgets, un accompagnement financier, des aides, voire porter le financement avec des partenaires bancaires pour limiter le reste à charge et surtout inciter aux travaux d'économie d'énergie. Parce que le risque, c'est qu'il ne soit pas fait. Et qu'il y ait des millions d'appartements qui sortent du marché, en fait. Absolument. L'enjeu est colossal. On est entre 5 et 7 millions de passoires énergétiques en France. Il y a un enjeu qui est vraiment colossal. Et le gouvernement s'est engagé à faire 350 000 rénovations performantes par an, puis 700 000 à partir de 2030. Aujourd'hui, on en est à 1% des objectifs. On est très, très, très loin des objectifs. On ne les atteint pas. Ouais. Et pour ça, il faut la seule façon de les atteindre, c'est d'avoir une stabilité sur les dispositifs d'accompagnement financier. Donc les dispositifs d'aide financière aux économies d'énergie. Ouais. Je pense au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Je pense à MaPrimeRénov', sur lesquels il faut dissocier aussi les sujets. En France, on a souvent trop voulu mélanger les sujets, c'est-à-dire faire de l'accompagnement social et de l'accompagnement à l'efficacité énergétique. Or, c'est deux sujets distincts. L'accompagnement social peut intervenir en cumulatif d'un accompagnement à l'efficacité énergétique. Mais si on veut accélérer la transition énergétique en France et massifier la rénovation énergétique, il faut dissocier les choses. Ça n'empêche pas de les cumuler, mais il faut dissocier. Il faut bien travailler d'abord sur l'efficacité énergétique et la rénovation énergétique en France, avec des objectifs clairs et un axe, et qu'on puisse les suivre. Et puis après, il y a le sujet de la précarité énergétique, sortir les ménages qui sont en situation de précarité énergétique et les accompagner financièrement de façon un peu supplémentaire par rapport à d'autres qui peuvent être davantage privilégiés pour les aider à lancer les travaux de rénovation énergétique. Alors, dans les clients B2B, je disais plus de 5000 dossiers d'efficacité énergétique pris en charge l'an dernier. Il y a par exemple les caisses nationales de sécurité sociale. Alors, c'est vaste, elles vous ont confié quelle mission? Oui, alors on a différents partenariats. Alors, là, on va travailler sur le secteur tertiaire avec Lucans, donc c'est l'ensemble des caisses nationales, sur lesquelles, dès qu'ils vont avoir des projets de travaux de rénovation, on va l'analyser et on va dire, attendez, si vous le faites de telle façon ou de telle façon, on peut vous aider à aller chercher tel dispositif d'aide, telle masse financière pour vous aider à les lancer et que ça vous coûte moins cher, c'est-à-dire que vos CAPEX vont être réduits par rapport à votre projet d'investissement. Ouais. C'est de l'ingénierie financière. C'est de l'ingénierie financière et technique. Ouais, les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. On ne peut pas aller chercher des aides sans avoir vérifié techniquement le projet et sans avoir travaillé techniquement le projet pour aller chercher un maximum d'aide. Vous œuvrez aussi dans la lutte contre le mal logement. Vous êtes membre historique du collectif Stop Exclusion Énergétique. En quoi consiste cet engagement? On l'a dit précédemment, c'est un des enjeux prioritaires en France. Il y a 7 millions de passoires énergétiques, il faut qu'on s'y mette. Le gouvernement dit oui, il faut qu'on y aille, c'est vrai, mais ça devient un enjeu majeur. Et aujourd'hui,
la stabilité des dispositifs d'aide financière n'est pas là. Donc on ne peut pas se projeter en fait. On a du mal à se en tout cas, projeter. c'est plus difficile. On a vécu en 2021 et 2022 une crise dans la rénovation énergétique. Parce que certains gros dispositifs d'accompagnement financier étaient en chute libre. Et donc il a fallu une action de la part de la DGEC pour réintervenir et redonner des obligations, des volumes d'efficacité énergétique à atteindre de la part des gros obligés, des gros metteurs à la consommation d'énergie en France. Et, or, on est en train de vivre un peu la même chose que ce qu'on a vécu il y a 18 mois et 24 mois, là en 2023. Donc on alerte un petit peu en disant attention, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Si on veut garder une stabilité du secteur et ne pas revivre une crise, attention, ça va toucher tous les secteurs. Les métiers de l'artisanat, les fabricants, les industriels, l'isolation et autres, on risque de revivre ce qui s'est passé il y a 18 mois si on n'agit pas maintenant, c'est-à-dire si on ne donne pas un peu de visibilité sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de la rénovation énergétique en France. Ouais. Vous dites qu'il faut mieux flécher les aides publiques. Pourquoi ? Absolument. Aujourd'hui, en France, vous avez 75% des aides à la rénovation énergétique qui vont à destination du secteur résidentiel. Or, le secteur résidentiel ne représente que 28% de la consommation d'énergie finale en France. Donc, à partir de là, vous avez tout compris. Il faut absolument... Nous, on milite pour qu'il y ait un fléchage des aides en disant le secteur industriel, qui consomme tant, devrait pouvoir toucher une enveloppe, un pourcentage équivalent à sa consommation d'énergie finale en France. Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, malheureusement, voilà, les 3/4 des aides vont dans ce secteur-là, sur lequel il est aussi compliqué de suivre les économies d'énergie réelles. Donc, on a beaucoup d'économies d'énergie calculées, théoriques. Ouais. Maintenant, nous, chez nous, on milite pour mettre en place un suivi d'économies d'énergie réelles, c'est-à-dire avec des indicateurs de performance, mais aussi avec des suivis. On a Linky, on a des compteurs gaz qui nous permettent, avec la technologie d'aujourd'hui, de suivre réellement les économies d'énergie que vous allez pouvoir réaliser dans des travaux grâce aux travaux de rénovation énergétique entrepris. Un dernier mot sur le bureau d'études qui est spécialisé dans la performance énergétique qui vient de changer de nom, c'est ça Effectivement, Akea Energy, on a dévoilé ce nom-là. Le but, c'est de se début janvier, oui. un nouvel élan. Aujourd'hui, on a plus de 150 000 compteurs que l'on suit, principalement avec des collectivités du secteur tertiaire et industriel. Là, on est vraiment dans l'économie d'énergie réelle. Quand on vient chez vous, vous donneurs d'ordre et vous, entreprise, on va vous promettre de faire telle économie d'énergie, et ben on va le suivre. Grâce à un compteur. Je prends les informations et je vous redonne un pilotage de l'ensemble de vos sites. Je prends souvent l'exemple d'un collège qui reçoit un courrier du rectorat en disant que vous devez faire 25% d'économie d'énergie pour l'année prochaine. Mais le directeur d'établissement, il n'a aucune information. La seule information qu'il a sur son site, c'est une donnée Linky, voire 2 Linky s'il en a 2 sur son site, et c'est tout. À partir de là, il ne sait pas comment il consomme, où il consomme et quand il consomme. Nous, on va repiloter ça, on va mettre ça dans un logiciel et on va lui redonner un espace, un endroit pour piloter l'ensemble de son parc. À partir de là, il va pouvoir organiser. Et juste en organisant, on se rend compte que déjà, on fait entre 20 et 25% d'économie d'énergie juste en pilotant, sans même avoir lancé de travaux de rénovation. Et après, on va pouvoir discuter en disant « Ah, donc c'est ici qu'on consomme le plus ». On va pouvoir, du coup, travailler sur le bâti ou sur des projets de travaux de rénovation énergétique pour aller chercher 15 ou 20% supplémentaires et atteindre les 40% du décret tertiaire notamment. Merci beaucoup, Pierre Maillard, et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre Zoom. On parle tourisme éco-responsable. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les vacances vertes gagnent du terrain, on en parle tout de suite avec Eva Fouquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-présidente senior en charge des partenariats chez Kayak. C'est des milliards de recherches, Kayak, c'est ça ? Tout à fait, des milliards de recherches dans tous les pays du monde. Ouais. C'est un site qui existe depuis combien de temps ? C'est un site qui existe depuis pratiquement 19 ans. 19 ans. Oui, tout à fait, qui a commencé aux États-Unis. Oui. Donc maintenant, on est global. Donc on est un comparateur de voyage qui vous permet de trouver un vol, une location de voiture ou un hébergement. Alors, je voudrais qu'on va parler de ce classement des villes pour voyageurs et voyageuses responsables que vous publiez, mais peut-être je voudrais qu'on démarre sur les critères. Le premier critère, ça reste le prix ? Enfin, il y a la destination, je veux aller à tel endroit, mais c'est le prix d'abord. Ça reste le prix d'abord, effectivement. Ouais. Donc vous cherchez avec une destination précise et l'utilisateur va regarder le prix, classé par prix. Mais effectivement, il y a des nouveaux filtres qui se mettent en place et on voit des changements de comportement auprès des utilisateurs.
Alors ce classement des voyageurs, voyageuses, des villes, en fait, pour ces voyageurs et voyageuses responsables, c'est quoi? C'est une sorte de guide interactif? Comment ça marche? Avant de dévoiler le classement, comment ça marche? D'accord, oui, c'est un guide interactif qui vous permet vraiment de prendre en compte tous les aspects liés au développement durable. Donc vous faites une recherche, vous avez différentes options sur ces villes et vous pouvez découvrir comment elles se placent par rapport aux différents critères de développement. Pourquoi vous l'avez créé? On l'a créé pour donner plus de transparence. Il est clair que les Français sont à la recherche d'informations, de transparence pour faire des choix sur leur voyage, être plus responsables. Donc on travaille de plus en plus sur l'information. Donc c'est vraiment un guide qui nous permet de donner ça aux utilisateurs de notre site. Et donc dans ce classement, on trouve Rotterdam en haut du podium devant Amsterdam et la ville de Graz en Autriche. Pourquoi les Pays-Bas déjà? On a deux capitales néerlandaises en haut du classement. Pourquoi ils sont en avance? Elles sont en avance parce qu'ils ont développé, donc on a regardé 28 facteurs, 28 critères vraiment, donc c'est vraiment divers. Et dans leur cas, ils ont tout ce qui est transport ferroviaire, des pistes cyclables, leurs aéroports qui ont une gestion du carbone, donc qui sont certifiés, ces aéroports. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont prises en compte pour que les voyageurs aient moins d'impact sur l'environnement, l'économie, etc. Les villes françaises, elles sont où dans ce classement? Elles ne sont pas dans le top 10. Oui. Elles ne sont pas dans le top 10. Si vous regardez Paris, Paris se place par exemple sur la partie expérience, qu'on avait différentes catégories. La partie expérience, elle se place 6e. Paris, parce que vous pouvez quand même visiter Paris à pied. Il y a des pistes cyclables qui ont été mises en place, des transports en commun quand même bien développés. Donc c'est sur cette partie-là, Paris se met en 6e position. Donc vous avez cité certains des 28 critères. Sur quel levier les villes françaises? Parce que là, j'imagine des maires ou des cadres de villes importantes qui se disent il faut qu'on ait cet argument évidemment de l'éco-responsabilité. Sur quels critères ils peuvent agir pour monter dans le classement, d'après vous? Il y a plein de choses à faire. Enfin, les critères, comme j'ai dit, il y en avait 28, mais c'est vraiment sur la partie, donc il y a la partie transport, aller dans cette ville, comment je vais dans cette ville. Donc, soit je prends l'avion, mais est-ce que j'ai aussi la possibilité de prendre le train, par exemple, la qualité de l'air. C'est un des autres critères. Les transports en commun, je l'ai déjà dit. Après, vous avez toute l'expérience, les activités que vous mettez en place. Est-ce qu'elles sont responsables? Est-ce qu'elles se prennent en compte l'environnement, mais également les populations, le local? Est-ce qu'il y a des marchés? Est-ce que vous pouvez acheter des produits locaux facilement, nombre de marchés dans votre ville? Il y a plein de choses à faire. Donc c'est pour ça on pense rapidement donc, aux aéroports ou à l'émission de CO2. Mais il y a également le séjour, l'hébergement, également l'hôtel, des hôtels qui prennent en compte également le durable. Donc il y a plein de choses à faire. Est-ce que vous ressentez, donc vous parlez de transparence pour expliquer, justifier l'existence, la publication de ce classement des villes pour les touristes éco-responsables, mais est-ce que vous voyez une prise de conscience s'accélérer? Je pense par exemple à l'enchaînement de l'été dernier, c'est-à-dire sécheresse, canicule, incendie. Vous voyez l'impact de ces phénomènes météorologiques sur justement les critères de recherche de vos clients? Complètement. Les utilisateurs sont en demande de plus en plus. On a fait une étude récemment. 71% des Français veulent plus de transparence pour faire du voyage durable, mais ils savent pas par où commencer. On voit vraiment une augmentation des recherches par le filtre CO2, par exemple, qui n'existait pas il y a 3 ans. On voit une augmentation également sur la location de voitures, donc tout ce qui est éco-friendly, donc des voitures électriques, les voitures hybrides. Le train, bien sûr, est utilisé de plus en plus. Donc il y a clairement une demande et une réaction de la part des utilisateurs, des voyageurs. C'est une question que vous posez depuis combien de temps? C'est-à-dire qu'on se demande toujours qui déclenche. C'est le consommateur qui fait la demande. Donc il y a un moment où un site comme Kayak se dit il faut qu'on y soit. Est-ce que vous situez la bascule, je ne sais pas, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Comment vous l'évaluez? Il y a plusieurs années, non, il y a plus de 3 ans maintenant qu'on réfléchit vraiment à tout ça. Après, les choses s'accélèrent. Et je pense qu'on est vraiment dans une transition aujourd'hui. On n'en est qu'au début de ce voyage, justement. Il y a un long chemin à faire, mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites par nous, acteurs et voyageurs également. Et puis, il y aura des choses à faire au niveau des infrastructures. Donc, c'est quelque chose à faire ensemble, à mettre en place ensemble.
Est-ce que, alors il y a la question de l'avion, évidemment. Vous dites évidemment le train qu'on privilégie par rapport à l'avion. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, l'été prochain, les Français vont faire moins de kilomètres pour leurs vacances, d'après vous? Alors, moins de kilomètres, peut-être pas, mais ils vont regarder un peu plus leur destination, comment ils vont consommer sur place, comment ils vont s'y rendre. Est-ce qu'ils veulent voyager en avion ou pas? Ils vont peut-être effectivement décider d'être un peu plus local ou d'aller à Amsterdam en train. Il y a des comportements qui ont changé de plus en plus et nous, on se positionne dans cela en donnant plus d'informations sur le choix. Oui, mais il y a aussi ce qu'on a appelé le revenge travel, c'est-à-dire que le post-confinement, aujourd'hui, je crois que tous les pays sont ouverts. Oui. Ça y est, parce que c'est quand même une sorte de ouf de soulagement pour le secteur du tourisme, parce que vous voyez l'effet inverse, c'est-à-dire des clients qui se disent bon, on n'a pas pu voyager pendant 3 ans, donc là on y va à fond, même s'il faut aller à l'autre bout de la planète. Oui, alors clairement, les gens veulent voyager, il y a une demande, la recherche a augmenté et les personnes voyagent, mais ils vont voyager sur une fois peut-être et plus longtemps. Et ça, c'est en fait un critère qu'on a pris aussi dans notre étude. C'est-à-dire si je vais loin, je vais pas faire pardon, vous interrompez, oui. Je vais pas faire 3 petits week-ends un peu dingue où je vais prendre l'avion, faire 800 bornes, etc. En revanche, je vais me faire un long et beau voyage. Quoi. Exactement. Le New York pour 2 jours se fait moins et va se faire de moins en moins. On est vraiment sur du long séjour et surtout quand c'est sur du long courrier. Vous proposez, vous avez évoqué ça, mais on peut faire quoi? On peut calculer le bilan carbone de son voyage en fait sur le site? Oui, on estime le CO2 et on compare justement entre les différentes routes. Si vous voulez aller à Bangkok, on va vous dire donc il y a des routes qui vont être plus longues, donc plus d'émissions, etc. Selon votre classe, exact. Et effectivement, tout va changer selon votre recherche. Est-ce que, alors là c'est une question beaucoup plus générale qui va au-delà des enjeux d'éco-responsabilité, mais est-ce que vous commencez à retrouver des chiffres qui sont les chiffres d'avant épidémie, d'avant Covid? Les recherches, oui, sont vraiment proches de ce qu'on a vu en 2019, de plus en plus. Et comme je vous le disais, les Français dans le monde, en règle générale, les recherches sont de nouveau au niveau de 2019. Ben voilà, merci beaucoup d'être venu nous présenter les enjeux d'éco-responsabilité du secteur du tourisme, avec donc ce classement des villes privilégiées par les voyageuses et voyageurs éco-responsables. Rotterdam, Amsterdam et Grasse en Autriche sur le podium. Et puis les villes françaises, elles sont un peu plus loin, donc il faut s'y mettre. Merci beaucoup, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas avec une start-up à l'honneur, comme tous les jours. On va parler de pêche de loisirs. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Lucas Demarest. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Carnadex, créé fin 2021. Avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors le point de départ, donc moi je suis pêcheur. Je fais partie des nouvelles générations de pêcheurs, donc ce qu'on appelle la pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas, on ne tue pas les poissons qu'on pêche, on les relâche. Et on est parti d'un constat très simple avec Jérôme, qui est mon associé. On s'est rendu compte que la pêche de loisirs, malgré le fait que c'est le 3e sport national, qu'elle génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, génère une pollution très importante au plomb, d'abord, et en plastique, en microplastique. Okay. Donc, fort de ce constat... C'est lié au leurre, ça? Alors, c'est dû au leurre. Les leurres, ce sont des petits appâts artificiels en plastique souple qu'on va fixer sur des hameçons, qu'on va lancer pour générer l'attaque des prédateurs. Donc, pratiquer cette fameuse pêche de loisirs. Et donc on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la pêche française, qui est le 3e sport national français, il y a plus d'1,6 million de pratiquants en France, on s'est rendu compte que ça générait entre 200 et 300 000 tonnes de plastique par an. Ce plastique, il va mettre entre 500 et 1000 ans à se biodégrader. Il va laisser du microplastique derrière lui, il va laisser des phtalates. Et donc, on s'est dit que nous, c'était plus possible. Et on s'est mis à chercher une solution afin de disrupter ce marché, qui, je le rappelle, représente plus de 40 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché très important et qui pourtant génère cette forte pollution. Notre solution, elle était simple. On souhaitait disrupter le marché sans pour autant bousculer les habitudes du pêcheur. Donc il fallait garder un leurre efficace, etc., etc. Exactement. Vous avez réagi en pêcheur, en fait, en créant l'entreprise. Exactement. L'idée, c'était de faire un produit fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. On a un leurre souple
toujours en plastique souple, mais sans phtalate, et qui, au lieu de mettre 500 à 1000 ans à se biodégrader, va mettre quelques années, 2 à 3 ans tout au plus. Et le grand intérêt du cas d'usage qu'on propose, c'est qu'on ne bouleverse pas les habitudes du pêcheur. Le produit va rester intègre dans sa boîte en condition de stockage. En revanche, lorsqu'il est perdu dans l'eau, et seulement lorsqu'il est perdu dans l'eau, eh bien, il va commencer à se faire coloniser par la faune halieutique bactériologique. Ouais. Ça a demandé combien de temps de recherche et développement, de mise au point, voire d'innovation pour arriver à ce produit? Alors, c'est plus d'1 an de travail. On a travaillé avec le laboratoire Wessling, qui est un laboratoire réputé dans ce milieu. Ils nous ont aidés à mettre sur pied en fait, les protocoles nécessaires à l'obtention de la norme ISO 14851, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir en France, et on fait certainement partie des premières sociétés dans le monde à l'avoir. Donc cette norme, elle garantit la biodégradabilité de nos produits. En 90 jours de présence dans l'eau, on est en mesure aujourd'hui de dire que 90% du produit est biodégradé. D'accord. Et donc ça a demandé une petite année, c'est ça, de mise au point. Vous en avez tout de votre développement aujourd'hui. Carnadex, vous produisez, vous avez vos premiers clients, vous en avez tout. Alors, nous, aujourd'hui, on est une société made in France. Ouais. On souhaite participer à la réindustrialisation du pays, qui est urgente. Et donc, il y a ces deux aspects-là, en fait, qui font l'ADN de Carnadex, le made in France et la partie biodégradabilité, innovation. Et donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont ces deux aspects-là. Et donc, le Made in France, vous fabriquez où? Vous fabriquez comment? Racontez-moi. Alors, on a un atelier à Saint-Germain-les-Arpajons. C'est où ça? Alors, c'est dans le 91, dans l'Essonne. Okay. C'est un département qui nous est cher. Et on espère pouvoir lancer cette gamme. Donc, la recherche fondamentale est terminée, la partie R&D. On vient de la boucler avec Wessling. On a été d'ailleurs en partenariat avec la BPI. On est lauréat de la French Tech. Et donc, on a bouclé cette phase fondamentale. On est prêt aujourd'hui à lancer notre gamme biodégradable sur le marché. Jusqu'à présent, on vendait des produits non bio. L'objectif maintenant, c'est de réaliser la transition au plus vite et aussi de proposer cette solution à des sociétés qui souhaiteraient développer des leurs et les produire en sous-traitance. Sur la partie fabriquée en France, est-ce que ça a été finalement compliqué parce que voilà, il y a un double enjeu, deux piliers finalement dans la démarche d'entrepreneur que vous nous racontez. Est-ce que ça a été un défi compliqué de trouver les moyens de fabriquer en France? Alors c'est une bonne question. On a démarré au bas de l'échelle en faisant ce qu'on appelle du crafting. Donc le crafting, c'est les leurres de garage. On travaillait avec un micro-ondes, des petits béchers et des injecteurs. Aujourd'hui, on a des méthodes de production qui sont industrielles. On est en train de réaliser notre mise à l'échelle industrielle. C'était moins compliqué qu'on ne le pensait. Il y a un apprentissage métier, bien évidemment, mais la micronisation de l'industrie, aujourd'hui, c'est une tendance actuelle, fait que c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui souhaite produire en France aujourd'hui de le faire. Vous avez des concurrents internationaux, voilà, des gens qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit mais c'est pas possible, je suis un passionné de nature et mon activité pollue. Alors, il y a des sociétés qui proposent des leurres dures. Nous faisons des leurres souples. Donc, ils proposent des leurres dures en résine biosourcée. Voilà, vous avez des sociétés françaises qui le font. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée d'aller vers l'environnement, d'être une société à impact. En revanche, sur les leurres souples, il existe aujourd'hui très peu de solutions crédibles. On a des solutions liées à du compostable. D'accord, aux États-Unis, qui ne fonctionnent pas très bien. Et en France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Voilà. Ils sont aussi efficaces, on attrape aussi bien le poisson? Ils sont aussi efficaces. On a la même performance que du plastique souple, puisque c'est du plastique. La différence, c'est que notre mix, aujourd'hui, nous permet d'avoir cette biodégradabilité sélective. C'est-à-dire de dégrader le produit lorsqu'il est perdu dans l'eau. Merci beaucoup, Lucas Demarest, et bon vent à Carnadex. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.